aquinoise et d'un père jacmélien. Moi, j'ai quitté Haïti très jeune, puisque j'ai quitté Haïti à l'âge de 6 ans pour venir m'installer en France avec ma mère. C'est elle qui a fait en sorte de me transmettre ce que elle savait d'Haïti, l'amour qu'elle avait pour Haïti, et de me dire, elle m'a toujours dit, ok, on arrive en France, bien sûr, il faut s'intégrer, parce que c'est comme ça que tu vas réussir, donc il faut que tu t'intègres, mais n'oublie pas d'où tu viens, et tu es haïtienne. Donc oui, à l'extérieur, tu t'intègres, mais attention, à l'intérieur, c'est haïtienne, oui. J'ai pas commencé Biz Haïti pour me dire, ok, je vais devenir une influenceuse célèbre, etc. Moi, je l'ai fait parce que je voulais partager ce que je savais à des gens qui s'intéressent à l'histoire d'Haïti, en tout cas qui sont curieux. Au départ, effectivement, quand tu te poses pas les bonnes questions, tu te dis pourquoi tu fais ça. Est-ce que tu cherches le buzz, la visibilité, ou tu le fais parce qu'en fait tu as envie de transmettre? J'ai le plaisir d'accueillir Woodshell, alias Biz. Comment vas-tu, Biz? Bonjour Gigi. Je vais bien. Merci d'avoir d'être venu nous voir sur les spots. Il va s'agir que de toi, de ton parcours. Je suis vraiment heureuse de t'avoir ici sur les spots parce que tu es une figure inspirante pour nous, pas que dans la communauté, mais aussi à l'international. Donc on va voir de petites filles à toi aujourd'hui, comment tu as pu accéder à ce titre d'ambassadrice de l'histoire et de la culture haïtienne, mais pas que. Nous verrons ça tout au long de l'épisode et on espère que Biz va vous inspirer et vous aider à sauter le pas durant tout cet épisode. Alors, comment tu vas et présente-toi. Déjà, merci de m'accueillir sur ce podcast. Je suis ravie d'être là et puis d'avoir l'opportunité de parler un peu de moi et de mon parcours. Donc, je te remercie pour l'invitation. Ça va bien, donc je suis prête à répondre à toutes tes questions. Tu vas te présenter tout de suite pour ceux qui te connaissent pas, mais je pense que beaucoup te connaissent. Ok, c'est parti. Comme tu l'as dit au départ, donc mon prénom est Woodshell. Alors, je précise Woodshell et pas Ruth Shell. Donc effectivement, quand on entend Woodshell, on a l'impression que c'est Ruth. Alors je n'ai rien contre Ruth Shell et je l'adore. Un big up à Ruth Shell, qui est une très belle artiste. Mais voilà, c'est Woodshell avec un W. Donc Wood comme le bois en anglais et Shell le coquillage. Donc pour donner la petite histoire, c'est un prénom qui m'a été donné par mon parrain, qui visiblement a trouvé ce prénom dans un livre, et donc la condition sine qua non pour que qu'il soit mon parrain, donc il aurait dit à ma mère, parce que bon, c'est l'histoire qui raconte, hein. Bah oui, bien sûr. J'étais pas là. Il aurait dit à ma mère, écoute, si tu veux que je sois le parrain de ta fille, tu l'appelleras Woodshell. Wow. Et voilà, donc c'est une belle composante en tout cas. Voilà, donc ça veut dire coquille de bois en français. Donc voilà, Woodshell. Et effectivement, donc les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux me connaissent sur le nom de Biz Haïti, qui est un média que j'ai créé. Donc il y a, je sais même plus, il y a 2-3 ans, ouais. Voilà, donc pour me présenter, donc Woodshell. Donc Woodshell est haïtienne, née en Haïti. Donc moi je suis née à Port-au-Prince, donc d'une mère aquinoise et d'un père jacmélien. Donc aquinoise. Voilà, nous c'est Moon Sud. Et moi aussi, oui. Ah, voilà. Les meilleurs. Hein. Je suis du Sud aussi. Bah écoute, encore. Ouais, mais il y a beaucoup de personnes du Sud en France. Hein. Je sais pas pourquoi on est venu en France, c'est pas. Oui, non, mais il y a une petite histoire. Peut-être que je ferai une vidéo un jour pour expliquer. Ah, très intéressant. Voilà. Okay. Donc voilà, donc enfant du Sud. Donc moi j'ai quitté Haïti très jeune, puisque j'ai quitté Haïti à l'âge de 6 ans pour venir m'installer en France avec ma mère. Hein. Donc j'étais avec ma mère, donc j'étais accompagnée de ma mère et on est arrivé en France quand j'avais 6 ans. Et donc depuis lors, j'ai grandi à Paris. Tu as fait tes études ici. J'ai fait mes études ici, puis tout mon parcours scolaire et professionnel ici. Voilà, et j'y suis toujours. Et ben de toute façon, j'ai des questions sur ça ici. Voilà, donc merci pour la présentation. Donc tout comme moi, moi aussi je suis arrivée à l'âge de 7 ans en France. Moi j'ai fait la Guyane avant, mais
Question, quand on quitte son pays d'origine, est-ce qu'on quitte vraiment le pays? Est-ce qu'on on perd son identité? Alors, je peux pas répondre pour tout le monde. Moi, je vais te répondre, en tout cas en ce qui me concerne. Moi, j'ai quitté Haïti effectivement très jeune. Donc, j'ai très peu de souvenirs d'Haïti puisque j'ai passé finalement très peu de temps en Haïti. J'ai des flashs de l'école maternelle, de quelques souvenirs avec ma mère à Pétionville, mais j'ai pas vraiment, tu vois, de souvenirs comme quand tu es ado, etc., où tu as vraiment vécu des moments inoubliables. Donc je peux pas te dire que voilà, d'un point de vue expérience, je me rappelle d'énormément de choses en Haïti. Cependant, bon, j'ai été élevée par ma mère qui est haïtienne 100%. Et qui a fait en sorte, effectivement, de m'éduquer à l'haïtienne. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, dans ma vision des choses, c'est vraiment faire en sorte de me transmettre l'éducation à l'haïtienne, les traditions haïtiennes, la gastronomie, les façons de faire, voilà, etc. Effectivement, aussi toute la culture. Et je l'ai déjà dit, je pense, précédemment, mais c'est vrai que l'amour que j'ai pour Haïti et l'intérêt que j'ai pour Haïti, c'est notamment grâce à ma mère qui a fait ce premier travail de transmission. Voilà, c'est elle qui a fait en sorte de me transmettre ce que elle savait d'Haïti, l'amour qu'elle avait pour Haïti, et de me dire, elle m'a toujours dit, ok, on arrive en France. Bien sûr, il faut s'intégrer, parce que c'est comme ça que tu vas réussir, donc il faut que tu t'intègres, mais n'oublie pas d'où tu viens, et tu es haïtienne. Donc oui, à l'extérieur, tu t'intègres, mais attention, à l'intérieur, c'est haïtienouillé. Tu vois ça même. Mais ça veut dire que c'est où je voulais en venir. Tu le portes en toi, on le porte en soi, en nous, même si on parle de là-bas petite, grand, mais au fond, au sein du foyer, on est toujours chez nous. Bien Haïti sûr. Est toujours représenté. Et dis-moi, tu as fait des études d'histoire. Oui. Apparemment, c'était ton rêve. Et alors mon rêve, c'est un grand mot, Gigi. Mon rêve, non, en tout cas, après le bac, je me suis effectivement... T'étais une amoureuse de l'histoire, c'est ce que je voulais dire. C'est ça, effectivement. C'est pour cette raison que j'ai choisi de faire des études d'histoire, parce qu'après le bac, pour être tout à fait honnête, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et le choix était, bon, je suis bonne en histoire, j'avais de bonnes notes, je trouvais ça intéressant. D'accord. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais faire des études d'histoire et pourquoi pas devenir professeur d'histoire. Et donc, c'est comme ça que je suis allée à la faculté pour faire des études d'histoire. Donc, je suis arrivée jusqu'à la licence. J'ai commencé mon Master 1 et en cours de Master 1, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je me voyais pas... J'aimais l'histoire, j'aimais la science. D'accord. Mais en faire mon métier et enseigner l'histoire, c'est pas ce que prof. Ouais, je me voyais pas être professeur d'histoire et donc j'ai complètement arrêté le Master 1 pour réfléchir à ce que je voulais faire. T'as fait une année sabbatique? Alors, année sabbatique, non, parce que j'ai travaillé. Non, mais quand je dis sabbatique, en tout cas, une pause dans les études, ouais. Et pour réfléchir à ce que je voulais faire, et en fait, je me suis réorientée vers quelque chose de beaucoup plus terrain et beaucoup plus orientée vers l'entreprise. Et donc, j'ai fait un master en management. D'accord. Et je me suis spécialisée en ressources humaines et notamment en mobilité internationale. Et donc ça fait voilà, et donc moi j'évolue depuis des années dans ce domaine-là, donc les RH, les ressources humaines. D'accord. Et plus précisément dans le domaine de la mobilité internationale. D'accord, donc ça veut dire qu'il t'arrive de voyager souvent. De voyager souvent, et même quand je voyage pas, j'évolue dans un milieu international, puisque voilà, je suis amenée en fait dans mon métier à être en contact quotidien avec des entités à l'étranger, de gérer du monde à l'étranger. Donc après, moi, c'est un côté que j'aime beaucoup, le côté international, notamment via mes voyages. Et ça donc voilà, ça fait écho aussi à ma vie perso où je voyage quand je peux, le plus possible. Voilà, donc. Et pour ceux qui savent pas, vous voyez, Biz, elle a son travail et puis elle travaille aussi au niveau de tout ce qui est culturel pour mettre en lumière et promouvoir la culture haïtienne. Oui. On va pas dire assez temps libre. Tu prends du temps pour le faire.
Alors c'est pas pendant mon temps libre, c'est-à-dire que tu te crées le temps. C'est-à-dire que, alors ça c'est je dirais un challenge, hein. Peut-être qu'on pourra développer ce point-là. Mais effectivement aujourd'hui mon activité principale est celle que je t'ai évoquée, donc la mobilité internationale, et effectivement en parallèle, donc après le travail, le week-end, en soirée, je fais ce que je fais en tant que biz IT. Donc c'est effectivement une double activité. Moi je te comprends très bien. Et par rapport à ce que tu viens de dire, les études, tu as fait tes études, tout ça, est-ce que durant toutes ces années, est-ce que tu t'es rendue en Haïti? Alors, je me suis rendue en Haïti. Alors, depuis l'année où je suis partie jusqu'à mon premier retour en Haïti, il s'est passé plus de 10 ans. Et donc, je suis retournée en Haïti, là, ça fait plus de 20 ans que j'y suis pas retournée. Alors, pour X raisons, hein, alors, parce que soit c'était pas le bon moment, soit moi j'étais étudiante et souvent l'été, il fallait que je travaille pour pouvoir payer mes études, soit parce que aussi, voilà, j'avais pas forcément l'intérêt à ce moment-là. Donc, pour plein de raisons, il s'est passé plein d'années où je suis pas allée. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai envie d'y aller, je peux pas y aller. Donc, en tout cas, c'est plus compliqué d'y aller. Bien sûr qu'il y a toujours des moyens d'y aller, mais c'est plus difficile maintenant. Donc, mais ça, donc là, la dernière fois, ça remonte à plus de 10 ans. Hein, je comprends. Hein. Bah, de toute façon, on est du même pays et du même aussi ville, Dakar. C'est vrai que quand on a voulu les mois d'aller en Haïti, c'était en 2018, 2019. Vraiment, je suis tout comme toi. Hein, j'ai quitté Haïti, mais entre-temps, j'ai pu partir avec mes parents 2 fois. Et c'est vrai, un laps de temps après les études, tout. Découvrir Haïti, c'est vrai que avec les parents, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Voilà. C'est pas la même chose. Parce qu'on est petit, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, moi, j'ai envie de repartir avec un regard différent et éclairé. Parce que tu vis pas la même chose, hein. Exactement. Quand c'est tes parents, quelque part, tu subis le voyage. Et puis t'as pas les yeux ouverts, t'as pas la même maturité pour voir la beauté du pays, parce que bon, moi j'étais là, non, et les plages, voilà. Tu sais, j'étais un peu blasée, hein, ouais, c'est d'accord. Même pas ça, c'est par rapport à ce qu'on racontait. Moi, je sais pas, moi, de combien d'années on a de différence. Je suis un peu plus vieille que toi, mais je sais que à l'école et tout, on nous apprenait pas l'histoire. J'ai dû, après avoir fait mes études, voilà, j'ai fait un bac, j'ai un bac plus 3, commerce international aussi. Et du coup, quand j'ai fait, quand je faisais l'histoire au lycée, même après le lycée, on parlait pas beaucoup d'Haïti et c'était toujours mal. Et c'est vrai que j'ai appris à lire mon histoire à travers ma mère, les réseaux et tout. Je sais pas pourquoi. Pour toi, c'est comment tu en es venu là à t'intéresser. Tu nous as dit que ta mère t'avait toujours mis au cœur de ta culture et tout. Mais toi, pour t'intéresser vraiment à l'histoire d'Haïti, parce que je sais que t'as vécu d'autres choses, notamment avec tes amis européens et tout, comme nous toutes qui avons vécu et fait nos études ici. Comment le déclic t'est venu pour justement te focaliser sur Haïti Biz? Alors, c'est quand même assez récent, je dois dire, parce que c'est pas l'intérêt que j'ai pour Haïti, date pas d'il y a 10-15 ans. Hein. Alors, il y a 10-15 ans, c'est pas que Haïti m'intéressait pas, c'est juste que j'avais d'autres priorités. Et donc, c'était pas forcément le sujet du moment. Donc, c'est-à-dire que si tu me demandais, tu viens d'où, je te disais, je suis haïtienne. Bah oui, mais c'était pas quelque chose que je clamais haut et fort, etc. Et je faisais la promotion, tu vois, de mon haïtienneté. Le déclic, alors je sais pas si c'est un déclic, mais en tout cas, tout a commencé pendant le Covid, puisque bon, on a tous connu le confinement. On était enfermés chez nous. Même. Pour certains, ouais. Alors moi, j'ai vécu le Covid comme un super moment. Hein. Moi, j'ai adoré pas le Covid en tant que tel, mais le confinement. Alors moi, ça a été un moment vraiment de révélation pour plein de choses, et j'ai aimé en fait ce temps. Soi. Voilà. Et en fait, on a pour certains, ça a été un moment où tu as pris du temps pour toi, pour lire. Parce que en fait, t'avais pas le temps entre courir, métro, boulot, dodo, t'as pas forcément le temps de prendre du temps pour ça. Et donc en fait, ça a permis que je puisse faire des choses que je n'avais pas le temps de faire
dans une vie classique. Effectivement, pendant ce Covid, ce confinement, alors j'ai passé beaucoup de temps avec ma maman puisque je lui ai dit de venir à la maison pendant le confinement. Donc déjà, il y a eu tout. Alors c'est pour ça que quand j'ai commencé mes réseaux, j'ai pas commencé comme ambassadrice de la culture, etc. Alors si, quelque sorte, mais en fait, si tu regardes l'historique de mon contenu, j'ai commencé par la cuisine. Oui, j'ai vu. Voilà. Et tu vois, ça m'a interpellée. Et effectivement, alors j'ai commencé par la cuisine parce qu'effectivement, ça correspondait au confinement où ma maman était là et on cuisinait ensemble. Exact. Je me rappelle de cette vidéo, ouais. Et donc, parce que je me souviens, je lui avais dit non, mais attends, moi. C'était quoi la soupe que t'avais fait? J'avais fait une soupe jumeau, mais j'avais dit à ma mère non, mais attends, non, il faut que moi j'apprenne tous les plats haïtiens. Alors. Elle m'avait, si tu veux, quand je vivais avec elle, elle me disait chaque dimanche, viens regarder, etc. Mais c'est vrai que par facilité, elle faisait, je regardais, et puis après, je m'asseyais, je mangeais. Tout, hein. Voilà, tu vois. Et je me suis dit, non, il faut que j'apprenne à faire comme ma mère. Les ingrédients et voilà, tout. Si, tu vois, le jour, elle est plus là, il faut que je puisse transmettre. Exactement. Et donc, j'avais dit, écoute, et donc, on avait instauré en place, une sorte de rituel où chaque dimanche, elle m'apprenait un plat différent. D'accord. Et donc, j'ai commencé par ces recettes-là. Bon, ça marchait bien parce qu'à l'époque, il y avait pas énormément de personnes qui faisaient du contenu cuisine. Bon, après, moi, je suis pas une cuisinière, une chef. Oui. Tu vois, dans l'âme, j'aime bien, mais c'est pas ma passion. T'as pas une appétence. Voilà, je me dis, tu vois, c'est pas un truc. Je me dis, ah ouais, j'adore cuisiner et c'est ce que je vais partager. Donc après, c'était drôle pendant le confinement. Puis après, on a été déconfinés, donc les gens 2022, ont repris le boulot, etc. Donc j'avais beaucoup moins de temps pour du contenu cuisine. Je me suis dit, mais bon, c'est dommage, mais en même temps, c'est pas moi, en fait, c'est pas moi. C'est trop cher, tu vois, ouais. C'était intéressant, mais je me voyais pas proposer du contenu cuisine tout le temps. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui me ressemble, qui te parle et que voilà, tu es et ma passion. Et je me dis, et en fait, j'ai demandé autour de moi, donc les gens qui me connaissent, j'avais, c'est quoi le domaine dans quoi je suis bonne? Tu vois, j'ai posé la question. Ah oui, à des amis, j'ai posé la question à mes amis. Et en fait, ce qui est revenu le plus souvent, c'est qu'ils me disaient, mais t'es hyper pédagogue, dès que t'expliques un truc, t'es toujours passionné. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais être prof à un moment donné, hein, parce que, tu vois, j'aime bien transmettre, expliquer les choses. J'aime bien expliquer. Et j'aime bien comprendre aussi. Effectivement, ma mère, je me souviens quand j'étais petite, je posais beaucoup de questions et puis elle toujours poser des questions. Mais moi, j'aime bien comprendre. Si tu me dis un truc, je vais pas juste recevoir l'information. Il faut que je sache et que tu analyses quelle est la source. Ah ouais, mais pourquoi, etc. Et donc ça, c'est vraiment l'esprit critique, analytique. Ça, je l'avais par rapport à mon côté historienne. Et je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et effectivement, j'ai lu plusieurs livres pendant ce confinement où moi-même, en fait, j'étais en quête de quelque chose. Je me disais, oui, alors, effectivement, je suis haïtienne, mais ça veut dire quoi être haïtienne? Parce que finalement, je suis haïtienne, mais je connais pas tant que ça l'histoire d'Haïti. Bon, je sais citer 2-3 plats, etc., mais c'est pas suffisamment profond. Et donc, effectivement, pendant ce confinement, je me suis énormément documentée, j'ai lu énormément de livres, j'ai regardé beaucoup de documentaires, et je me suis dit, attends, c'est impossible que je sois la seule à ne pas connaître ces informations-là. Juste une question. Ok, tu viens de le dire, hein. Tu as été t'informer. Oui. Ça veut dire pendant toutes tes études? Non. Tu vois? C'est ça c'est pas ça que t'as vraiment, tout ce que tu as appris, qu'on ne le sache pas, naturellement. Après, justement, ça a été ça. Mais en fait, ça a été, qu'est-ce que je peux, donner aux gens, où il y aura une valeur ajoutée, où je vais contribuer à quelque chose, mais quelque chose qui me ressemble et que je puisse faire naturellement. Et effectivement, la réponse a été, il faut que tu instruises les gens, il faut que tu partages tes connaissances, il faut aussi que tu sensibilises les jeunes comme toi, qui se disent haïtiens, mais qui finalement ne connaissent pas tout d'Haïti, et qui finalement, oui, t'es haïtien, mais ça veut dire quoi être haïtien? Ouais, ça. Et aussi casser ces clichés que moi aussi j'avais, que Haïti est pauvre. C'est pas que tu l'avais, on te l'a instauré. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, si tu veux, dans la démarche, je me suis dit, ok, je suis sûre qu'il y a
plein de jeunes comme moi, soit qui sont nés en Haïti, qui ont grandi en France. Et qui connaissent pas leur histoire. Qui connaissent pas leur histoire et peut-être qui cherchent à la connaître, mais où l'information est pas forcément facile à trouver. Parce que moi, j'ai galéré à trouver des informations fiables, et disponibles. Et donc, je me suis dit, non, mais, donc, il y a quand même un problème de recherche, d'avoir les bonnes informations, où aller les chercher, et surtout, qu'elles soient simple à comprendre, parce que effectivement quand tu prends un livre et que c'est un pavé qui fait 350 pages, t'as pas forcément envie de lire, alors pour certains. Et donc je me suis dit, il faut que quelqu'un puisse vulgariser cette connaissance et qu'elle soit plus accessible et quotidienne. Voilà, quotidienne, mais aussi qu'elle soit dans un format qui correspond aux jeunes, donc les réseaux sociaux, parce que on est tout le temps sur les réseaux sociaux, donc il faut utiliser tu vois, ce vecteur et en faire quelque chose de positif. Et donc, je me suis dit, il faut que je crée du contenu pédagogique, éducatif, qui soit accessible à tout le monde, que ce soit un ado de 13 ans ou un adulte de 30 ans ou même, voilà, une maman de 60 ans, peu importe. Voilà. Il y a des histoires qu'ils ont pas, qu'ils connaissent pas, oui. Et donc, je me suis dit, non, voilà, c'est ça que je vais faire maintenant. Parce que déjà, moi, je trouvais que ça n'existait pas suffisamment. Alors après, j'avais identifié quelques créateurs de contenu, mais plutôt du côté États-Unis, Canada. Ouais, ici, il n'y en avait pas vraiment. Qui faisaient, mais du côté France, peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, à l'époque où j'avais cherché, moi, j'avais pas trouvé. Alors après, tu as des historiens, tu as des chercheurs, des etc. philosophes, qui font, alors c'est plus effectivement des intellectuels, et donc ça représente une catégorie bien précise et c'est pas forcément accessible à tout le monde. Effectivement, la magie des réseaux sociaux, c'est que tu peux être sur ton canapé et atteindre quelqu'un qui est en Chine, en Italie, peu importe. Et donc effectivement, ça permet quand même déjà d'élargir ton audience et puis surtout d'avoir quelque chose de dynamique et plus moderne. Et par rapport à ça, en fait, tu l'as trouvé parce qu'en fait, c'est justement, tu trouvais pas l'information et d'un coup, l'idée de donner l'information que tu n'as pas pu trouver, ça t'a semblé logique, en fait. Oui, complètement. Et est-ce que tu n'as pas eu un doute à dire, oui, maintenant, est-ce que ça va faire le buzz ou parce que tout le monde cherche le buzz? C'est pas ça que tu cherchais, toi. C'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est vraiment instaurer et enseigner. Alors moi, j'ai jamais cherché à être célèbre sur les réseaux. Après, je te dis pas. Et il faut le dire. Hein. Il faut commencer. Et quand on commence quelque chose, ne cherchez pas à être célèbre, comme nous disent. Oui, c'est ça. En fait, moi, je cherchais pas à être célèbre. Après, je vais pas te dire que ça me fait pas plaisir que le contenu fasse écho et que ça fonctionne, parce que quand tu fais du travail, surtout tu passes du temps et que tu fais, il y a un travail de recherche, etc. C'est de l'investissement. Donc après, c'est toujours, je veux dire, pour ton ego c'est un plaisir de te dire, quand même, il y a quand même un retour sur investissement, et donc ça fait toujours plaisir d'avoir un retour, toi, positif. Mais ce que je veux dire, c'est que mon premier moteur, c'était pas le succès. Donc j'ai jamais fait des vidéos, du contenu pour me dire, ok, je vais devenir une influenceuse. Et d'ailleurs, je sais pas, c'est à toi que je l'ai dit. J'aime pas ce mot parce que je trouve qu'il est connoté. En tout cas, à mon sens. On n'est pas influenceuse. Tu vois, après. Non, parce qu'après les gens m'ont dit, attention, après tu peux être influenceuse dans le sens où tu as de l'impact. Oui. Tu vois, mais c'est vrai que c'est de la connotation. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand moi je regardais les influenceuses, pas forcément haïtiennes, mais les influenceuses, pour moi c'était plutôt placement de produits, essayer de vendre des choses dans lesquelles tu crois pas forcément, etc. Oui, chercher. Voilà. Et en fait, moi c'est vrai qu'on me disait ouais, t'es une influenceuse. Je disais non, pas du tout. Moi je suis pas influenceuse. Moi je crée du contenu. Créatrice de contenu, c'est mieux. Mais après, dans le sens, mais quelqu'un m'a expliqué, m'a dit, ouais, mais t'es influenceuse dans le sens où tu inspires des gens, tu influences une façon de penser, des mentalités. Donc, en fait, c'est plus dans le sens d'avoir de l'impact sur des gens. Voilà. Mais effectivement, moi, j'ai pas commencé Biz Haïti pour me dire, ok, je vais devenir une influenceuse célèbre, etc. Moi, je l'ai fait parce que je voulais partager ce que je savais à des gens qui s'intéressent à l'histoire d'Haïti, en tout cas qui sont curieux, et surtout pour en fait avoir un impact sur, alors à petite échelle, mais de me dire, il faut plus de voix pour changer la narrative autour d'Haïti, autour de il y a des gangs, l'insécurité, c'est pauvre. Alors ça, on le sait déjà.
Mais pourquoi vous ne mettez pas l'accent sur ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire une culture riche, une histoire exceptionnelle, une histoire unique, un passé vraiment des Haïtiens qui sont résilients malgré tout ce qu'ont vécu les Haïtiens, les catastrophes naturelles, politiques, on est toujours debout, on est là. Il faut parler de ça, il faut parler de la force des Haïtiens. Tu vois, le mental de fer qu'on a. C'est exactement. Donc en fait, moi c'était ça qu'on a été une partie aussi à ouvrir la porte aux autres aussi. On a eu beaucoup de connexions, ne serait-ce qu'à l'architecture, par l'histoire, plein de choses en fait. Et une fois que tu as eu cette idée, parce que c'est important, hein, parce que ici sous les spots on inspire. Comme dit Biz, il faut pas faire les choses pour faire les choses et pour plaire aussi. Il faut faire les choses avec conviction. Vous avez vu, elle a recherché vraiment qu'est-ce qui l'interpellait, qu'est-ce qui lui parlait. Donc c'est important de bien choisir un secteur ou une activité, si vous avez envie d'oser, hein, et un projet qui vous parle et que vous avez l'appétence et l'envie de faire. Est-ce que tu n'as pas eu peur aussi à ce moment-là que personne ne s'intéresse à ce contenu? Est-ce que tu as eu des doutes? Voilà, tout simplement, Biz. Alors des doutes, oui. Alors c'est plus. Alors c'est pas des doutes. Enfin c'est plus. Alors après ça m'est arrivé. Hein. Enfin je vais être tout à fait honnête. Moi ça m'est arrivé, mais ça c'est au début. Quand tu te cherches toujours, par exemple. Tu vas poster une vidéo et toi t'as l'impression que ta vidéo elle va cartonner parce que tu as mis tout ton cœur, toute ton énergie, t'as passé une nuit, parce que parfois je passais des nuits, surtout au début quand je savais pas monter. Non mais c'est vrai, ils se rendent pas compte quand c'est dur, parce qu'en fait moi parce qu'il faut savoir que toutes les vidéos que vous voyez c'est moi qui les monte, hein, toute seule. Et donc au début moi je me suis formée sur CapCut et je galérais parce qu'il faut comprendre. Bah oui. Et j'ai pas. Parfois, je passais des nuits à monter. Je me disais, ah non, cette vidéo, il faut qu'elle cartonne. Et en fait, la vidéo pour laquelle tu penses que ça va être un carton, un flop total. Et donc, parfois, je me souviens au début, quand je voyais, 1 heure, 2 heures, 3, 4 vues. Tu recommences. Non, mais j'effaçais parce que tu sais, pour l'ego. Non. Mais si. Arrête. Non, mais ça m'est arrivé au début, tu vois. Attends, parce que tu postais, tu effacais les. Non, mais tu postes. Au bout de 24 heures, 48 heures, en fait, la visibilité que tu attendais, c'est pas celle que tu souhaites. Tu te dis, pour tout cet investissement, non, franchement, c'est trop la honte. Vaut mieux effacer. Moi, ça m'a jamais. Ah bon? Si, au début. Après, mais c'est parce que ça, en fait, au début, comme tu te cherches. Perfectionniste. Tu vois, et tu te dis, non, mais, et c'est après, avec le temps, je me dis, non, mais attends. La vidéo, tu l'as postée pourquoi, en fait? Tu l'as et je vais t'expliquer pourquoi j'ai arrêté de faire ça. C'est que, au départ, effectivement, quand tu te poses pas les bonnes questions, tu te dis pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu cherches le buzz, la visibilité, ou tu le fais parce qu'en fait, tu as envie de transmettre? Et surtout, je m'en suis rendu compte, j'ai des vidéos, effectivement, si tu regardes que les vues, ce sont pas les vidéos les plus performantes. Exactement. Mais Gigi, je te jure, Gigi, ce sont ces vidéos-là qui m'ont ouvert des portes, parce qu'en fait, c'est les personnes que je voulais toucher qui ont vu cette vidéo. Tu vois, donc par exemple, t'as une vidéo qui va faire 3000 vues, mais dans les 3000 vues, t'as 1000 personnes qui sont ta cible. Et ce sont des personnes qui m'intéressent dans le sens où, en fait, ce sont des gens, oui, tu vois, ça va être un directeur un PDG, quelqu'un qui travaille dans le commerce, etc. Et tu peux avoir des vidéos où t'as des millions de personnes, mais sur ces millions de personnes-là, t'as peut-être une personne qui a pris le temps de regarder. Mais surtout qui potentiellement est ton public. Parce qu'après, ça dépend pourquoi tu fais les vidéos. Si c'est juste pour le buzz, en fait, c'est bien d'avoir les vues. Mais si ça ne touche tes vidéos, c'est pour convertir en quelque chose de, ok, cette vidéo va me servir à élargir mon réseau. Cette vidéo va m'ouvrir la porte à telle personne, parce qu'en fait, cette vidéo lui a parlé. Et je te dis, les vidéos qui m'ont donné des opportunités, sont pas forcément les vidéos qui ont fait le plus de vues. Donc ce que tu es en train de me dire, Biz, il faut pas faire les vidéos pour chercher à avoir. Tu fais la vidéo parce que tu as envie d'impacter et tu fais la vidéo. Il faut que tu aies dans un coin de ta tête, c'est quoi l'objectif visé? Qui je veux atteindre? Est-ce que c'est un patron d'une boîte qui potentiellement va m'ouvrir une collaboration? Exactement. Est-ce que c'est, j'en sais rien,
un artiste avec qui j'ai envie de collaborer. Ou est-ce que c'est un enfant que tu as envie d'apprendre, Voilà. d'enseigner quelque chose? Effectivement, et il y a certaines vidéos, effectivement, t'as des jeunes, ensuite, que je rencontre, qui disent, ah, franchement, j'ai vu la vidéo, j'ai vraiment énormément appris, franchement, merci pour ce que tu fais. Et je me dis, ben voilà, c'est ça, en fait, que je voulais atteindre comme résultat. Donc après, oui, c'est bien de faire des vues, mais si derrière, ça transforme pas et il n'y a pas, il n'y a pas d'impact. Ouais, c'est ça. Après, très bien, mais il faut juste avoir en tête. Et quand t'as compris ça, tu vois, les histoires d'effacer des vidéos parce que ça fait 3000 vues, j'ai dit non, mais ok, c'est bon, j'ai compris, parce que je sais que derrière, j'ai touché les bonnes personnes. Justement, Vise, à quel moment tu t'es dit que ce que tu fais, eh ben, ça parle? Tu vois? Est-ce que, quand est-ce que tu t'es dit, je fais quelque chose qui va impacter et que tu as remarqué que ça parlait aux gens? Alors ça, j'ai compris que mon travail avait de l'importance quand j'ai commencé à fréquenter mais de manière présentielle la communauté haïtienne. Parce que pendant un moment, moi j'étais uniquement derrière ma caméra, c'est-à-dire que les gens me connaissaient à travers l'écran. Et pourquoi tu n'osais pas? Non, parce qu'en fait, c'est pas parce que c'est une première étape, ça fonctionne par phase. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je créais du contenu, je partageais, et je me suis dit, après aussi pour créer des vlogs, par exemple, pour aller sur un événement, couvrir l'événement, comprendre ce qui se passe derrière, etc. Donc j'ai commencé à assister à des événements, et en fait et c'est en assistant à des événements physiques que je suis comme ça après. Biz Haïti, c'est toi? Je dis oui. Et ils me disent, ah, j'adore ce que tu fais, franchement, continue comme ça. Et quel a été ton ressenti? Je me suis non, mais c'est surprenant au départ. Hein, parce que je me suis dit, vraiment, il y a des gens qui me reconnaissent. Après, ça fait plaisir, tu vois. Je me dis, ah ouais, donc en fait, il y a des vraies personnes, parce que tu sais jamais vraiment derrière un écran, est-ce que ce sont des vraies personnes? Est-ce que ce sont des personnes qui sont en France, ailleurs? Et en fait, je faisais des événements et les gens me reconnaissaient. Je me dis, non, mais attends, donc ces gens-là me disaient, voilà, je t'ai reconnu, etc. C'est vraiment top ce que tu fais. Et je me suis dit, et c'était surtout ça, en fait, le retour des gens qui disaient, franchement, tu fais un travail formidable. Je savais pas, j'apprends énormément avec toi. Et surtout, je crois que l'un des commentaires qui m'a le plus touché, c'est, je regarde, parce qu'à un moment donné, je faisais des quiz que je vais reprendre. c'est créé. Non, c'est pas ça. Non, c'est vraiment les quiz. Moi, je faisais les quiz. Toute seule? Pour, des quiz avec 10 questions. Ah, oui, ça après la cuisine. Exactement. Ouais. Et en fait, des gens me disaient, en fait, on regarde tes quiz en famille avec mon mari, mes enfants. D'ailleurs, c'était très bien. Ouais, je transfère à mon ado qui a 15 ans pour qu'il apprenne. Je me disais, mais attends, c'est génial, c'est générationnel. Et c'est intergénérationnel. Je me disais, mais c'est absolument incroyable. Et ça, franchement, ça m'a touchée. Je me suis dit, non, en fait, tu vois, tu touches plusieurs générations et mon public, c'est pas uniquement des jeunes, mais c'est aussi les parents, les grands-parents. Et donc, ça crée du lien, tu vois. Et ça, vraiment, c'est là où je me suis rendu compte que mon travail avait de l'importance et que je devais continuer parce qu'en fait, il y avait un public qui attendait ça. Oui, parce qu'en fait, les quiz, surtout, ce que j'allais dire tout à l'heure, le mot shadek, les gens, moi, je me rappelle la vidéo, je m'attendais j'ai posé les questions, il y en a qui savaient pas, tu vois. Et, tu as des milliers, avant de venir à cette question, par rapport à la communauté, ça fait pas très longtemps que tu es. Est-ce que tu entendais parler de la communauté avant que tu fasses tes vidéos ou pas? De la communauté haïtienne? Ouais. Est-ce que tu... Après, je la connaissais à travers ma mère. Ma mère allait... alors, elle allait pas souvent dans les événements haïtiens, mais on allait quand même dans des événements haïtiens. Tout ce qui est gala de charité, notamment avec Aquin, puisqu'il y a une association, je crois, aquinoise, oui. qui faisait des événements, tu vois, annuels. Donc il y a ce genre d'événements. Tu l'accompagnais? Oui, mais à part ça, c'est vrai que je fréquentais pas beaucoup la communauté. Après, il faut dire aussi que, dis-moi. Moi, si tu veux, jusqu'à il y a pas très longtemps, jusqu'à maintenant, en fait, j'ai pas évolué dans un quartier, dans un environnement où je connaissais beaucoup d'Haïtiens. Donc il y a ça aussi, parce qu'il y a aussi ton environnement qui fait, tu vois, comme quelqu'un qui a vécu dans une petite ville en campagne, l'exposition à la culture haïtienne, elle est quand même très limitée parce que
t'auras pas beaucoup d'Haïtiens. Après, c'est sûr que si tu vis dans un quartier où t'as beaucoup d'Haïtiens, c'est plus facile en fait de fréquenter la communauté. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport à mon Cursus. scolaire, mais aussi professionnel, moi je connaissais pas d'Haïtiens en fait, parce que j'avais pas d'amis haïtiens. C'était plutôt les amis de ma mère, mais qui sont pas de ma génération. Donc c'était plus compliqué pour moi, si tu veux, d'entrer dans la communauté. En tout cas, pas par ce biais-là, pas par le biais des amis. Je comprends ce que tu veux dire, parce que moi, idem pour toi, parce que comme tu dis, j'avais mes amis, c'était pas forcément des Haïtiens. Je suis intégrée parce que j'ai fait de la radio, voilà, comme ça. J'ai intégré par rapport à toi, par rapport à ce que tu fais culturellement. Et oui, c'est vrai, quand on n'a pas un pied dedans, des gens qui sont dedans, c'est vrai que c'est... Oui, parce que tu vas pas de toi-même. Parce que souvent, tu vois, quand tu fréquentes une église haïtienne, par exemple, bon, c'est plus facile. C'est ça. Quand tu vis dans un quartier où t'as d'autres Haïtiens, forcément, ça crée du lien. Mais c'est vrai, quand c'est pas le cas, il faut aller chercher. Il faut provoquer, tu vois, ce rendez-vous. C'est vrai. Ce que tu dis là, c'est pas évident quand on connaît pas, et en gros, ce que tu veux dire, c'est parce que tu as été, parce qu'en fait, tu as eu cette idée d'enseigner et de promouvoir la culture, et puis d'aller au devant de la scène pour rencontrer les gens qui oui, c'est ça, c'était l'étape d'après, c'est-à-dire que l'étape première, c'était derrière la caméra face à un écran, puis après l'étape logique, c'est d'aller à la rencontre des gens, des personnalités qui peuvent œuvrer aussi au niveau de la culture. Alors, quand on a des milliers de gens comme toi, faut le dire, hein, Biz, c'est pas n'importe qui, qu'on se le dise. Tu as des milliers de personnes qui te suivent. Comment tu fais en sorte de garder cette notoriété, cette valeur sûre, en fait? Comment tu fais pour garder la même lignée, en fait, dans ce que tu fais? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que tu te mets encore des challenges plus hauts? Ah oui, il faut pas. Alors après, tu sais, moi je prends avec beaucoup de recul le nombre d'abonnés, parce que pour moi, comme je te l'ai dit initialement, j'ai l'impression que c'est ça, les gens. Pour moi, ça veut. Alors, je vais pas dire que ça veut rien dire, parce que encore une fois, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui te suivent. Et ils viennent vers toi aussi. Mais encore une fois, le nombre d'abonnés ne veut pas forcément dire grand-chose, dans le sens où, en fait, tu vas voir réellement ton impact quand tu vas créer quelque chose là de tangible, factuel. Par exemple, demain, je sors une application, un jeu, un business. Là, je vais voir vraiment, est-ce que ces abonnés, ils sont actifs. Donc, ça veut dire que Biz, comme qu'on se le dise, c'est l'impact humain. C'est le chiffre, c'est l'impact humain qui te parle, toi. Moi, c'est plus, effectivement, dans le nombre de personnes qui me suivent, combien, en fait, consomment activement ce contenu, ils sont vraiment intéressés, parce que tu as des gens qui te suivent, mais qui sont pas forcément, tu vois, actifs. Donc, moi, encore une fois, le nombre d'abonnés, bon, je vais pas te dire, oui, ça sert à rien, parce que ça fait, encore une fois, pour l'ego, ça fait toujours plaisir. C'est ton travail. Mais, je pense qu'effectivement, il faut plus se concentrer sur la qualité que la quantité. Ok. La qualité, explique-toi. La qualité des gens qui te suivent, c'est-à-dire que moi, je préfère avoir, par exemple, j'en sais rien, imagine-toi que t'as 1000 personnes qui te suivent, mais dans les 1000 personnes qui te suivent, quand tu lances quelque chose, t'en as que 2 qui vont te suivre. Oui. Alors que dans les 30, t'as 30 personnes, mais dans les 30 personnes, t'en as 25 qui vont dire, OK, ouais, on te suit, tu vois? C'est quoi le plus intéressant? D'avoir 1000 personnes qui te suivent, mais avec 2 seulement qui sont intéressées, ou 30 personnes avec 25 personnes qui sont intéressées. Donc c'est pour ça que je te dis, encore une fois, oui, il faut viser le nombre, augmenter, parce que ça aide aussi pour la visibilité, ça aide aussi pour certaines marques, parce qu'en fait, eux se basent sur ça, tu vois, sur ton audience. Exactement. Donc c'est pour ça que je vais pas te dire que c'est pas important, mais ce n'est pas que ça. Ça met en valeur ton travail, mais c'est pas que ça qui compte pour toi, pardon. Comme tu le disais tout à l'heure, Biz, j'ai bien aimé la fois que tu as dit qu'on était un peuple résilient de par notre culture, notre histoire. Quelle est pour toi la plus grande richesse qu'un peuple peut transmettre?
Je pense que c'est son histoire. C'est son histoire. Et alors, sur l'histoire, parce qu'il y a j'ai eu beaucoup de commentaires sur effectivement cette partie-là, où des gens me disaient, mais ouais, mais vous là, les historiens, alors pas moi uniquement, non, pas toi, mais vous les historiens ou les gens en général, vous aimez beaucoup ressasser le passé. Mais il faut passer à autre chose et faire avancer les choses. Ouais, j'ai entendu. Et effectivement, plutôt parler du futur. Et là-dessus, moi, je suis d'accord. Après, ce que je réponds à ça, c'est qu'effectivement, on ne peut pas créer de futur, en tout cas solide, sans connaître son passé et d'où on vient. Parce qu'en fait, c'est en connaissant son passé, en connaissant son histoire, qu'on ne crée pas, en fait, qu'on ne recrée pas, pardon, les mêmes erreurs. Exactement. Et donc, pour moi, le passé et le futur ça se conjugue. En fait, sont liés. Tu peux pas créer un futur, je dirais, cohérent, solide, si tu connais pas ton passé. Donc, en fait, c'est important de parler du passé. Après, d'en parler, mais dans un but d'avancer. Oui, parce que les gens qui te disent ça, je les comprends, hein, parce que par rapport à nos pays, les gens qui sont ici, on parle beaucoup de la politique et tout, mais c'est vrai qu'ils voient pas les résultats de ces conférences ou tu vois, qu'est-ce que ça va arranger. Je suis d'accord. Ouais. Mais ça, je suis d'accord. Effectivement, quelqu'un qui va te dire oui, ok, d'accord. En fait, tout ce dont vous parlez, c'est 1804. Mais 1804, c'est important. Mais je suis d'accord. 1804, c'était il y a plus de 200 ans. Donc, il faut passer à autre chose. Mais 1804, faut quand même en parler parce que déjà, premièrement, il y a encore des gens qui ne connaissent pas la valeur historique de 1804. Exactement. Mais effectivement, je suis d'accord avec ces gens qui disent que 1804, c'est du passé et qu'il faut parler du futur. Mais on peut parler des deux. Mais effectivement, là où je rejoins ces gens-là, c'est qu'il faut pas rester bloqué que dans le passé en disant oui, notre seule fierté, c'est 1804. Ce serait bien d'avoir des fiertés tu vois, en 2026. D'ailleurs, on en a. Exactement. Récemment avec les grenadiers. Alors voilà, mais il faut créer des nouveaux succès et pas sans cesse parler de 1804. 1804, oui, c'est bien de le célébrer, mais créons des nouveaux succès en 2026, en 2030, 2050. Eh ben, tu sais, tu viens de parler des grenadiers. Bah, ça nous a fait plus de bien que de mal, hein. C'est l'histoire du maillot, là, qu'on a enlevé la symbolique. Complètement. Donc, il y a des gens, je te dis, ils connaissaient pas la bataille de Vertières. Bah, maintenant, le monde entier connaît la bataille de Vertières. D'ailleurs, si tu vas sur Google, c'est pas marqué, c'est Napoléon, nanana, il y a pas grand chose dessus. Alors, on arrive avec les 3 questions sous les spots. Là, je vais les lire parce que c'est très important pour vous, parce que on n'oublie pas. Ici, on inspire et c'est Biz qui nous inspire aujourd'hui. Alors, quel est le meilleur conseil que quelqu'un t'a donné et qui te guide encore dans ta vie d'aujourd'hui? Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est de faire les choses avec authenticité et sincérité. Ouais. Et que ça paye toujours, c'est-à-dire de rester soi-même. Et droit dans ses baskets. Donc voilà, vraiment de faire les choses avec intégrité, sincérité et authenticité. Et que voilà, ça paiera toujours. Ça paye, c'est vrai ce que tu dis. Quel échec ou quelle difficulté t'as le plus qui t'a le plus appris sur toi-même? L'échec qui m'a le plus appris sur moi-même. Une difficulté qui a appris et qui t'a fait on parlait des vidéos que tu changeais à chaque fois. Alors, pas un échec, hein. Alors, tu parles dans le cadre des vidéos ou de manière générale? Non, de manière générale, surtout. L'échec. T'as pas eu d'échec? Si, j'en ai eu, mais. Si, on a tous eu des échecs. C'est difficile, je sais. Après, en fait, alors après, ça va être un petit peu cliché, mais c'est vrai que. Pour moi, chaque chose que tu vis dans la vie, c'est une leçon. Donc, ça te permet en fait de rebondir et de faire mieux la prochaine fois. Donc moi, j'ai toujours fait en sorte en fait de faire de mes échecs. Et c'est vraiment pas bateau, hein, mais vraiment. Non, moi je t'écoute. Hein, j'ai toujours
fais en sorte. Après, je ne te dis pas Oui. que quand ça t'arrive et que je suis pas en pleurs, en PLS dans mon lit, on va pas. voilà. Oui. Mais ça dure un temps. C'est-à-dire, ça dure 2, 3, 4, Tu 5 jours. rebondis à chaque Et puis fois après, je me dis, ok, d'accord, bon, ça n'a pas fonctionné. Je ferai mieux la prochaine fois et surtout on passe à autre chose. Enfin moi c'est mon état d'esprit. Après ça veut pas dire qu'il faut pas prendre le temps de pleurer et de faire son d'évacuer. deuil. Voilà, il faut, mais il faut moi j'ai toujours ce truc de ok ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché et comment je peux faire mieux la prochaine fois. D'accord. Tu remontes bien la pente hein. En fait il faut se remettre en question toujours en fait je pense. Une petite question très importante, ça ce sera la meilleure des 3 questions de Sous les Spots. Si tu pouvais parler à la Woodshell de 18 ans, que lui dirais-tu aujourd'hui, Biz? 18 ans. Oh, 18 ans, c'est... Qu'est-ce que je dirais à la Woodshell de 18 ans? Ouais. Oui. Je lui dirais... sois patiente, crois en tes capacités et persévère parce que voilà ça paiera mais surtout la patience que quand t'as 18 ans tu veux que tout aille vite tu vois mais tout ne va pas forcément vite il y a un temps pour tout. Wow. Et parfois, voilà, il faut apprendre à, tu vois, et à prendre son temps. À prendre son temps, ne pas sauter les étapes. Et si ça doit arriver, ça arrivera. Et si ça n'arrive pas, c'est que c'était pas fait pour toi. Vous avez entendu? Persévérance et patience. Et de croire en soi aussi. Tout à fait. Et tout vient à point. Exactement. Qui sait t'attendre? Exactement. Non, c'est vrai parce qu'en fait maintenant même la jeunesse d'aujourd'hui ils veulent tout aille vite ils sont pas patients. Alors c'est pas que la jeunesse je pense que c'est le monde quand même. Je pense que c'est le monde c'est le monde d'aujourd'hui parce qu'en fait pas comme ça nous. Oui mais on n'était pas comme ça parce qu'en fait c'est les parents. En fait, on n'était pas dans un monde de consommation, tu vois, instantané. C'est vrai, parce que là maintenant, tu swipes à gauche, tu swipes à droite, tout est maintenant éphémère, tu vois. Même même les téléphones, ils ont une durée de vie limitée. En fait, tout est fait pour que les choses aient une durée de vie limitée et qu'en fait tu passes vite à autre chose. Même la consommation de vidéos, c'est. Oui. Donc je pense que c'est vraiment la société qui est devenue comme ça. C'est pas forcément que les jeunes, parce que des moins jeunes, il y a aussi des moins jeunes impatients. On met tout sur le nom au nom de la société, la bon dos, mais est-ce qu'on ne devrait pas leur apprendre? D'ailleurs, c'est ce que tu fais, toi. Apprendre d'inventer, de rechercher, de se cultiver et d'être patient. Tu viens de le dire, là. Donc. Après, oui, mais je pense qu'il y a des jeunes qui le font déjà. Oui, après, c'est toujours, je pense que la patience paie. Alors après, c'est pas de la patience passive, hein. Non, c'est pas j'attends sur mon canapé. Tu travailles pour, voilà. Et puis j'attends que ça arrive, hein. C'est bien de le dire. C'est-à-dire qu'effectivement de travailler, oui. d'être consistant. Alors c'est pas du français, je crois, c'est d'être consistant, c'est être constant. J'ai l'impression que c'est en anglais, mais ok. D'être régulier en tout cas, ouais. Et d'être bosseur et d'attendre dans le sens où de croire en son travail. Mais il faut être sérieux dans son travail, d'être patient et de se dire ok, moi je sais au fond de moi, je connais ma valeur, je connais ma capacité et donc tôt ou tard ça paiera parce qu'en fait je fais du bon boulot. Moi, j'espère que vous avez écouté ce qu'elle vient de dire. C'est important parce que d'être constant et d'être patient et tôt ou tard et ne pas rester à attendre passivement, comme elle a dit, Biz. Le travail paye toujours. Donc, il faut savoir si vous avez une passion. Allez-y, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur surtout. Le plus dur, c'est de quoi, Biz? De commencer. Voilà. C'est de commencer. On sait de quoi on parle. Alors, le moment sous les spots d'émotion, on va dire, parce que Biz, tu ne serais pas là s'il n'y avait pas un déclic, quelque chose qui t'a mis la puce à l'oreille, comme on dirait. Chaque invité ici amène un objet ou une anecdote, une situation pour
pour montrer et vous dire qu'est-ce qui a fait de toi la personne que tu es ici, Biz Haïti, alias Woodshell, ou bien Woodshell, alias Biz Haïti. Alors, quel est l'objet? Moi, j'ai hâte de voir ça, si tu vas ramener, et quelle est la situation ou quelle est l'anecdote? Alors, l'objet, j'ai pas d'objet, mais en tout cas, j'ai une image, voilà, que les gens peuvent s'imaginer. C'est l'abeille. Donc, la petite bête, effectivement, l'abeille. Donc, j'ai pris ce nom sur les réseaux sociaux. Alors, c'était un nom très réfléchi, hein. C'est pas, ça n'a pas été choisi comme ça au hasard. Alors, bees, c'est effectivement l'abeille. Alors, bee, en anglais. B-E-E-E. Et pourquoi? Alors, non, bee, mais bees, c'était un jeu de mots parce que bee, c'est B-E-E, l'abeille. Oui, exact. Moi, j'ai choisi le S pour l'effet sonore de bees. Ah! Mais alors effectivement, pourquoi l'abeille? Alors, l'abeille, j'ai choisi l'abeille parce que c'est un animal extrêmement important dans l'écosystème. Et c'est comme ça qu'en fait, moi, je voulais me positionner. Je voulais me positionner comme quelqu'un d'important dans l'écosystème haïtien. Alors, je m'explique. L'abeille très importante. Est très importante dans le sens où elle fait un travail exceptionnel de pollinisation. Donc, c'est elle qui fait un travail de transfert du pollen vers les plantes. Et donc ça participe. Et donc, tu sais bien que les fleurs, les plantes, en fait, sont extrêmement nécessaires pour la survie des abeilles. Pour la survie des, enfin, pas que des abeilles, mais des animaux de manière générale. Voilà, exactement. Et donc, j'ai bien aimé cette symbolique de transmission. Tu vois, la transmission de l'abeille vers les plantes. Et c'est aussi ce travail que je voulais prendre, c'est-à-dire transmettre la culture, l'histoire, la fierté haïtienne à tous ceux qui veulent la recevoir. Donc moi, je butine comme une abeille. Butine. J'aime bien le mot, j'aime butine. Voilà, donc ça c'était, tu vois, la symbolique. Et surtout, l'abeille est une bête qui est très travailleuse et qui travaille dans la discrétion, mais qui abat beaucoup de travail. Donc c'est aussi toute cette symbolique autour de l'abeille que j'aimais bien. Et puis il y avait très organisé aussi. Hein. Très organisé, exactement. Donc en fait, tu vois tout ce côté, voilà, ce côté travailleur, j'aimais bien. Et après, il y avait aussi un petit jeu de mots avec bees comme business. Voilà. Donc business dans le sens où effectivement, moi, ça m'intéresse aussi, tu vois, le business, le côté entrepreneuriat. Donc et puis surtout c'est un mot que tu dis facilement, que ce soit en français, en anglais, voilà, international. Voilà, c'est facile à comprendre. Et puis Haïti, c'est très simple, hein, c'est en rapport avec Haïti, mais voilà, l'abeille, ça me représente bien. Ok. C'est une très bonne, c'est un très beau nom, Biz. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Biz. Mais pourquoi? Bah, maintenant, là, vous savez tout, maintenant. Voilà, Biz, vous savez tout. Alors, j'aimerais, passer, la transition. Bon, sous les spots, hein, on met en lumière des personnalités, des parcours comme toi, qui inspirent pour faire bouger les lignes, d'accord? Et, qui aimerais-tu, voir s'asseoir à ta place ici? Alors, j'ai plusieurs noms qui me viennent en tête, mais je choisirais Louvnor. Ah, Lead by Example. C'est ça. Je connais Louvnor. Avec Curtis. Voilà. Bah, ce serait très bien, très bon choix. Parce que vraiment, ça fait des années qu'ils luttent pour Haïti, Lead by Example. D'ailleurs, le 5 juillet, il y a un match. Tous les ans, ils le font. L'année dernière, ils l'ont pas fait, mais j'ai déjà assisté à plusieurs matchs. C'est vraiment, ils prennent des équipes d'ici et des bénévoles, voilà, qui jouent pour Haïti. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc, Louvnor, si tu nous entends Biz, je te veux ici, Louvnor, qui est vraiment... Non, puis après, au-delà de son association, effectivement, Lead by Example, de manière individuelle, enfin, c'est quand même une figure d'excellence par son parcours. Hein. Oui, il a un très, très beau parcours. Et je pense que ça peut inspirer énormément de personnes. Voilà, parce qu'il a un parcours académique et professionnel extrêmement intéressant, extrêmement impressionnant.
Donc j'aimerais bien en savoir plus sur lui. D'ailleurs, il n'aime pas la lumière. Hein. Je sais bien. Il n'aime pas être devant de la lumière. D'ailleurs, il met ses proches et ses cousins, mais voilà. Merci pour cette ce nom et puis cette personnalité qui est très très intéressante. Je le confirme. Alors, on arrive à la fin de l'émission, mais on va dire aussi que Biz, il faut qu'on le dise, hein, elle est égérie, je sais pas si tu l'es toujours, de Tap Tap Sainte. Tu as été au Comores invité par la présidence. Au Cap-Vert. Au Cap-Vert, pardon. Oui. Oula. Mais je l'ai vu, donc très belle cérémonie. Et j'ai vu que tu as rencontré, comment elle s'appelle, Christiana Taubira. Non, voilà. Christine Taubira. Voilà. Oui, oui. Oh, très belle figure, très belle personnalité aussi. Oui, oui. Alors, c'était bien. Non, c'était quelques mots. Hein, oui, c'était extrêmement intéressant. En fait, j'ai effectivement été invitée par la présidence du Cap-Vert dans le cadre d'un congrès annuel qu'ils organisaient autour du créole. Et donc, j'ai été invitée par le biais de ma page Jodias et créole. Super. Pour représenter effectivement, en tout cas faire partie du débat et de la discussion. Donc c'était extrêmement intéressant. Et puis le Cap-Vert est un pays que j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de ressemblances avec Haïti. Voilà, on a l'impression dans beaucoup de maillots du Cap-Vert, bleu rouge. Non, c'est vrai que les visages, enfin vraiment. En fait, on a cette ressemblance. De toute façon, on sort tous d'Afrique. Dans la Caraïbe, oui, bien sûr. Non, et puis après, le Cap-Vert est un peuple métissé, comme les Haïtiens. Aussi, hein. Donc finalement, tu vois, c'est juste une histoire de bateau. Hein. Et puis la nourriture, t'as pu le voir. Ça se ressemble beaucoup. Hein. Donc voilà, on arrive bientôt. Bientôt là. Alors, si chacune des personnes qui regardent sous les spots avec toi, Biz, s'il y avait une conviction avec laquelle tu aimerais qu'ils partent après avoir vu l'émission, ce serait laquelle? Une conviction que tu aimerais leur transmettre? C'est un peu ce que j'ai dit au départ. Je pense que quand on fait les choses avec le cœur, avec authenticité et conviction, ça se ressent. Et je pense que quand on fait quelque chose avec passion, les gens le voient. Les gens voient quand c'est faux, quand c'est pas authentique. En tout cas, moi, c'est l'idée que j'en ai. Tu le ressens? Je trouve. Et donc le conseil que j'ai, c'est que si vous avez une passion, une envie, faites-le d'abord parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer, et les gens le ressentiront, et donc forcément ça paiera. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que quand on fait quelque chose et on voit, tu vois, tu disais là tout à l'heure que tu prenais des heures et des heures à faire les vidéos, mais on le fait parce qu'on a envie de le faire, et on a envie de réussir, on a envie de plaire aussi aux gens et de faire quelque chose qui puisse aussi être attrayant et puis aussi donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est vrai que quand on aime, on voit pas le temps passer. Exactement. C'est pour ça qu'il faut d'abord le faire par amour et par passion, parce que si on le fait pas avec ce mindset, très vite tu vas abandonner. Exactement. Parce que quand tu ne vas pas avoir le résultat escompté, tu vas dire non mais attends, c'est bon, ça m'a saoulé, j'arrête. Ouais, voilà. Tu vois. Alors tu passes à autre chose. Alors que quand tu sais que tu le fais pour voilà, parce que c'est quelque chose que tu aimes, même si c'est pas le résultat, tu vois, mais t'as une personne qui va te dire, ah, franchement, c'est top ce que tu fais. Continue comme ça. Tu vas continuer parce qu'en fait, au fond de toi, en fait, tu donnes tes tripes et c'est quelque chose que tu aimes faire. Donc, en fait, vraiment, si vous faites quelque chose, faites-le d'abord par amour, par passion et avec le cœur. Je pourrais pas mieux dire, hein. Franchement, elle a tout dit, hein. Franchement, Biz, merci. J'ai passé un très bon moment avec toi. Ben, moi aussi. Et je pense que les gens, enfin, les auditeurs ont appris beaucoup sur toi et ont vu en toi encore quelque chose de plus, comment dire, illuminé. Et tu excelles dans ce que tu fais. Je tenais à te le dire. Et tu vois que je te suis et j'apprécie vraiment le parcours et le témoignage que tu as donné ici même sous
sous les spots. C'était un plaisir de t'avoir. Merci à toi, Gigi. J'ai passé un très bon moment. J'ai hâte de voir le résultat. Et on dit aussi bel bonjour à tes consoeurs. Hein, Jodia c'est créole, qui va reprendre apparemment bientôt. Bientôt, soyez patients. En tout cas, j'étais vraiment ravie de te recevoir. Merci à toi. Pour d'avoir échangé au niveau de ton parcours et inspirer les auditeurs. Et puis j'espère que vous, auditeurs, auditrices, que vous avez appris par rapport au parcours de Biz, qui fait un travail extraordinaire à l'international et en France, en Haïti. Voilà, qu'elle continue à promouvoir la culture et l'histoire de notre pays, cher pays Haïti. Et je vous dis à très vite pour un nouveau une nouvelle personnalité sous les spots qui, j'espère, vous apprendra autant que Biz sous les spots. Et n'oubliez pas que sous les spots, c'est une invitation à regarder derrière les lumières. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Je vous dis à très vite sous les spots. Bye!